On ne peut pas apprendre le russe sans apprendre également des éléments de grammaire slavone. La connaissance de l'hébreu ancien est fondamentale pour l'hébreu dans toutes ces époques, pour l'étude de l'hébreu, y compris pour l'étude de la civilisation juive contemporaine. Donc la connaissance du japonais, de la langue japonaise ancienne, va bien au-delà en fait d'un désir de connaissance du Japon ancien lui-même, qui est évidemment important. Le chinois classique est très important, d'autant que le chinois moderne, en tant qu'écrit, n'a qu'une histoire d'un siècle et c'est tout. J'imagine mal que quelqu'un qui ignore totalement les écrits de 20 et quelques siècles qui sont tous écrits en chinois classique comprenne totalement et sans aucun préjugé de l'histoire et de la culture chinoise. Je pense que dans notre enseignement, ce qui manque effectivement, c'est cette possibilité de remonter dans le temps, donc soit avec le malais classique, soit avec des langues régionales. Je pense que c'est très important pour eux qu'ils aient conscience qu'il y a une profondeur de temps qui les oriente soit vers le malais classique, soit vers le javanais. Pour aussi montrer aux étudiants que la langue classique n'est pas une affaire d'antiquité. Une langue à la fois très ancienne, bien sûr, mais aussi elle a eu le sort particulier qui est réservé quand même à une minorité de langues, de devenir une langue classique, une langue religieuse aussi, une langue savante, qui finalement nous est parvenue à travers les siècles sans subir les modifications que subissent normalement les langues tout à fait vivantes, parlées, qui se modifient donc de génération en génération très rapidement. Valérie Lavoie, vous êtes spécialiste de la littérature et de la langue chinoise classique, que vous enseignez à l'INALCO en licence et en master. Initiation au chinois classique, culture classique de la Chine, littérature ancienne, tradition et pratiques poétiques, littérature ancienne, modèle, réception. J'aimerais vous poser une première question. Qu'est-ce qu'on entend par chinois classique et dans quelle mesure il s'agit d'une langue ancienne? Merci, parce que c'est vrai qu'il faut commencer par là. C'est une question qui mérite une réponse un peu circonstanciée, c'est-à-dire que la langue chinoise est la langue qui a le plus long continuum. Hein. On lui prête 3200 ans de continuum depuis le XIIIe siècle pour les premières sources qu'on a. Elle est donc une langue très ancienne, mais avec cette survivance jusqu'au XXIe siècle, donc effectivement, qui pose la question de savoir où se trouve la langue ancienne là-dedans. Et dans ce continuum, il y a évidemment une infinité de variétés et de variantes géographiques et historiques tout au long de cette histoire. C'est en tant que forme littérale, en tant que langue littérale, qu'on peut parler de chinois classique. Et pour cela, il faut aussi envisager des restrictions du point de vue de la périodisation, tout en reconnaissant une extrême survivance de la langue littérale qu'on appelle le chinois classique et qui est employée depuis le XIIIe siècle avant l'ère commune jusqu'au début du XXe siècle. Ça a été une lingua franca dans toute l'ère qu'on appelle sinisée et qui comprend Corée, Japon, Vietnam, et bien sûr dans toute l'ère sinophone, si je puis dire, concentrée autour des territoires peuplés par l'ethnie Han, qu'on appelle donc les Chinois en général, mais aussi évidemment tous les territoires occupés, colonisés par les Chinois, qui sont le Tibet, le Turkestan, la Mongolie, etc. Pour tracer à grands traits, pour pouvoir situer ce qu'on appelle la langue littéraire standardisée chinois classique, entre guillemets, le chinois archaïque, c'est du moins 13e au moins 2e siècle, le chinois médiéval du moins 2e au plus 13e siècle, le chinois moderne du 13e au 18e siècle, et à partir du 18e siècle, on parle de chinois contemporain. Donc à chaque fois, il y a évidemment des subdivisions, et
la standardisation d'une langue littéraire qui est ensuite devenue un modèle correspond au laps de temps. Je ne vais pas employer les noms de périodes chinois, je vais continuer de parler en siècle, du moins 6e au moins 2e siècle. C'est le bas archaïque. Donc, c'est ce corpus canonique, mais aussi historique et constitué aussi de textes de penseurs ou philosophes du moins 6e au moins 2e siècle qui donne un état de la langue écrite, bien sûr, littéraire, qui ensuite est devenu un registre de langue et une syntaxe modèle qui ont été référents et imités et repris plus ou moins selon les périodes et les modes du temps. La prose du temps entre le 6e et le 8e siècle était au contraire un peu divergente. C'était du point de vue stylistique une prose parallèle, etc. Donc, on a eu évidemment des variétés et des variations du point de vue stylistique, mais bon an, mal an, on considère que cette langue standardisée à la fin de l'Antiquité, qui correspond au chinois qu'on appelle bas archaïque, est ce qu'on appelle le chinois classique, mais qu'il est plus juste d'appeler chinois littéraire et non pas seulement littéral, puisque ça a été donc cette langue qui survit dans la plupart des genres littéraires jusqu'au début du XXe siècle, dans tous les genres administratifs, dans les genres historiques, etc. On voit les parallèles avec le latin, et un peu comme le latin, c'est une langue qui bouge, qui est axée sur un modèle antique, mais qui évidemment va évoluer au fil du temps, mais qui va devenir de plus en plus une langue dont l'écart, disons, avec la langue parlée, la langue courante, se creusera au fil du temps. Il y a bien une notion, lorsqu'au XVIIIe siècle, on rédige un manuel qui sera très utilisé, qui s'appelle le Guwen Guanzhi, là où il faut s'en arrêter dans l'étude du Guwen, c'était le terme, la langue ancienne, c'était le terme qui était employé. Là, on a une norme de la langue classique, mais qui va non seulement utiliser des textes de la période canonique, mais également des textes du 8e, 9e siècle jusqu'au 11e, 12e siècle. Donc, il y a l'idée tout de même d'une continuité. Après le XIIe siècle à peu près, un petit peu d'ailleurs à l'époque où les langues vernaculaires apparaissent dans l'Europe médiévale, on voit à l'apparition d'une autre langue littéraire qui est plus proche de la langue parlée de l'époque, qui sera une espèce de concurrente du chinois classique, mais qui n'aura jamais vraiment droit de citer, ne sera jamais vraiment légitime. Ce sera toujours une langue vue comme justement, elle est appelée la langue vulgaire, et elle emporte aussi le stigmate sur le plan social. Alors, donc, il y a ces deux langues littéraires qui existent, mais donc il y a cette existence du chinois classique qui est, alors peut-être que la différence avec la limite avec la comparaison avec le latin, c'est que, alors tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, et moi je préfère parler plutôt d'une espèce de différence de niveau de langue que de différence radicale entre deux langues. Car en effet, le chinois classique, à la période impériale, dans les deux derniers millénaires, tous les 2 derniers millénaires, va représenter plutôt une langue concise, dont les premiers, qui sera essentiellement déclinée à l'écrit, bien qu'elle se vocalise, puisque c'est aussi la langue de la poésie, et qui sera en quelque sorte une langue plus sobre, plus concise par rapport à une langue parlée qui a des développements, qui est plus longue simplement, dont les mots sont plus longs, et donc ces deux langues coexistent avec des valeurs, des valences sociales différentes, mais aussi un petit peu comme des niveaux de langue, comme il n'y a pas réellement de rupture radicale, même s'il y a bien entendu des différences de syntaxe. Le vieux slave est la première langue slave historiquement attestée, donc ça a une valeur historique. Les textes sont conservés dans des manuscrits des 10e et 11e siècles. Ce sont des textes religieux qui sont traduits du grec, parfois du latin, mais c'est plus rare. Et ils ont été traduits au 9e et au 10e siècle pour les besoins de la christianisation des Slaves. Donc un premier point est qu'il n'y a pas de littérature originale. Alors évidemment, qui dit texte religieux dit que ça a une grande importance historique et culturelle, entre autres parce que du vieux slave sont issus ce qu'on appelle les slavons, qui sont les langues liturgiques encore en usage aujourd'hui,
Et les slavons sont du vieux slave adapté aux langues vernaculaires. Donc, on a un slavon russe, un slavon serbe, un slavon bulgare, etc. Et vu l'importance de l'Église orthodoxe, en particulier dans la sphère orthodoxe, le slavon a eu une très grande influence sur la littérature et aussi sur la langue. Ce qu'on appelle le malais classique, donc on considère qu'il apparaît fin 13e, début 14e, ce n'est pas le descendant en ligne directe du vieux malais, mais c'est un autre dialecte sumatranais, et puis le vieux malais, où ses descendants, si vous voulez, ont disparu. Si on s'en tient au texte, et si on s'en tient également, ou plutôt si on fait démarrer les choses avec les formes anciennes de la langue, conventionnellement on parle de vieux malais, et non pas de malais, et les premiers éléments textuels dont on dispose sont des inscriptions qui ont été produites à la fin du 7e siècle, dans les années 680, et dont on a retrouvé, pour les inscriptions les plus anciennes, qu'on a retrouvées dans le sud de Sumatra et sur l'île de Bangka. Donc, on utilise conventionnellement le terme de vieux malais, un peu par abus de langage d'ailleurs, mais uniquement pour un petit corpus de textes dont l'essentiel a été produit entre les années 680 et, je dirais, le 10e, 11e siècle. Les textes écrits dans cette langue-là sont notés dans un syllabaire, un alpha-syllabaire local qui est dérivé du Devanagari indien. Après, ce qu'on appelle le malais classique, donc les textes les plus anciens en malais classique, ils sont datés des années 1290, par là à peu près, 1280-1290. Ces textes les plus anciens sont d'emblée notés en caractère arabico-malais, d'emblée, adaptés. C'est pour ça qu'on parle d'arabico-malais, puisqu'ils sont adaptés aux besoins de la langue malaise. Et cet alphabet arabico-malais a continué d'être utilisé très couramment dans la colonie néerlandaise, donc du 19e, jusque, je dirais, pour l'imprimer, jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle, et puis pour les besoins personnels ou domestiques, jusqu'au milieu du 20e siècle. Et puis, pour la partie malaisienne, donc un pays qui a acquis son indépendance un peu plus tard, pour la partie malaisienne, là c'est un peu différent. C'est-à-dire que l'alphabet arabico-malais a continué d'être utilisé, y compris dans l'état civil, jusque dans les années 70. L'hébreu a une histoire particulière, c'est une langue qui a une histoire particulière. Elle est très ancienne, très très ancienne. Naturellement, nous savons que la Bible, dans ses différentes strates, à son tour, a les différentes strates, et la Bible est une anthologie de textes, elle est très ancienne et elle est presque totalement, elle a été rédigée avant l'ère chrétienne. Or, la Bible représente un niveau déjà très élevé et très développé de la langue hébraïque. Maintenant, après l'exil et la perte d'unité nationale du peuple hébreu puis du peuple juif, on sait très bien que l'hébreu a eu une histoire particulière, à savoir, non pas qu'elle n'a pas été utilisée, elle a été utilisée, et comment, mais surtout au niveau écrit. Donc, elle a vécu une vie essentiellement, mais pas uniquement, écrite pendant des millénaires. On peut parler de 2000 ans. Et on sait très bien que, en occasion du phénomène de renaissance nationale du peuple juif, vers la fin du 19e siècle, il y a eu parallèlement un renouveau, une renaissance de la langue hébraïque parlée, qui devait devenir langue de tous les jours, jusqu'à l'État d'Israël aujourd'hui, où l'hébreu est effectivement la langue quotidienne. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu entre ces deux grands moments? Bien, il y a eu développement dans une langue rabbinique, ensuite une langue entre guillemets médiévale, ensuite une langue entre guillemets renaissance, puis la Haskalah, la période du XVIIIe siècle, jusqu'à l'époque
quasi contemporaine et contemporaine. Or, il y a une continuité stricte entre ces différentes périodes. Je veux dire par là que l'hébreu des différents livres de la Bible est plus proche de l'hébreu contemporain que le latin, du français ou de l'italien. Deyol Kim, vous êtes spécialiste de coréen et de l'histoire culturelle de la Corée, mais aussi bien de la Chine ancienne. Parmi vos enseignements à l'INALCO figure une introduction au Hanmun. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le Hanmun? Le Hanmun est en fait le chinois classique, qui est langue et culture écrite commune en Asie de l'Est, c'est-à-dire Chine, Corée, Japon et Vietnam. 2000 ans d'histoire de la Corée ancienne sont écrites en Hanmun, à de très rares exceptions près. En fait, pour l'histoire de Corée, c'est tout d'abord dans les écrits chinois qu'on trouve les tout premiers éléments d'information concernant peuple et société sur la péninsule coréenne et la Mandchourie. Ensuite, les premières sociétés apparues dans cette région au 1er siècle de l'ère commune ont laissé les documents en chinois classique produits par eux-mêmes. Et puis, l'alphabet coréen a été inventé au XVe siècle, mais en dépit de cette écriture adaptée à la langue coréenne, le peuple sur la péninsule coréenne continue à écrire en Hanmun, que ce soit dans l'administration, littérature et toute pratique scripturale, sauf quelques cas rares. Donc l'écriture en Hanmun est privilégiée jusqu'à la fin du XIXe siècle. L'arménien classique effectivement fait partie de l'enseignement, du cursus de l'apprentissage de l'arménien. C'est la langue donc, qui est attestée depuis le 5e siècle après Jésus-Christ et on a une littérature qui va jusqu'au 19e siècle. Donc, c'est vraiment une langue qui, bon, dans les études arméniennes, sont d'une importance d'une grande importance puisque beaucoup de textes historiques, toutes les sources sont en langue ancienne. On s'inscrit vraiment tous les deux dans la continuité de la tradition d'enseignement de la langue tamoule à l'INALCO. Donc, le tamoul est enseigné depuis 1868, si je ne me trompe pas. Donc l'enseignement, c'était déjà de la langue ancienne, etc. Après, c'était de la langue plus contemporaine, si vous voulez, pour des questions commerciales et aussi de propagande religieuse, si vous voulez. Mais c'était essentiellement des textes anciens, en fait, hein, qu'on pouvait enseigner à l'INALCO avant. Donc, l'idée, c'est de rester dans cette continuité et aussi de rendre compte de la continuité de la langue. Donc, on peut proposer à l'INALCO une présentation, si vous voulez, complète, pleine de cette langue vivante, qui a des textes littéraires millénaires, des textes bardiques, universalistes, profanes. Donc, c'est la littérature classique. Et ensuite, vous avez la littérature médiévale, religieuse, etc. Et le contemporain qu'on fait actuellement, avec une présence de plus en plus importante de l'oral dans l'écrit, si vous voulez, une acceptation aussi plus facile de mots anglais, etc., dans la langue écrite et orale aussi. Donc, on arrive à avoir vraiment, ce que je dis, une présentation très complète de la langue.
Donc là, on parle de langue classique pour qualifier la langue écrite, hein, donc depuis les plus anciens textes littéraires japonais, donc les plus anciens documents japonais datent du 8e siècle, et cette langue écrite a été utilisée jusqu'en 1868, qui est le moment où on a introduit la langue parlée dans les textes écrits. Mais jusqu'alors, donc jusqu'en 1868, c'est-à-dire jusqu'au 19e siècle, la langue écrite était la langue classique avec une grammaire spécifique. Alors bien entendu, entre le 8e et le 19e siècle, la langue a évolué, mais certaines constantes ont demeuré. Et donc, en fait, vous comprenez que pour lire les textes de pratiquement, donc oui, un millénaire de littérature japonaise classique, il est absolument indispensable de connaître la langue classique, la grammaire de la langue classique, le vocabulaire classique. Le département de chinois accorde une place importante à la langue et à la littérature classique ainsi qu'à l'histoire ancienne de la Chine. Pourquoi est-il important pour les étudiants de l'INALCO de connaître ces différentes périodes de la culture chinoise? Alors, nous commençons l'enseignement de la langue classique en L2. Hein. Pour les étudiants de chinois, c'est pratiquement la 3e année, puisque nous avons une année propédeutique, hein, un diplôme d'initiation que la plupart des étudiants suivent. Donc, c'est un démarrage en 3e année. J'ai des collègues, par exemple, en Belgique, où l'enseignement de la langue classique démarre en même temps que l'enseignement de la langue moderne, ce qui n'est pas forcément un mauvais choix. Justement, par rapport à ce rapport langue concise, langue développée que j'ai évoqué. Nous, on commence, disons, relativement tôt, mais pas très tôt. On suppose que les étudiants ont déjà un certain niveau de langue moderne avant d'aborder la langue classique. Bon, nous sommes un département de langue et civilisation chinoise, et dans un pays comme la Chine, qui ne cesse littéralement ad nauseam de se référer à son histoire, il nous semblerait totalement absurde de concentrer l'apprentissage des étudiants sur le seul monde moderne, puisque dans ce même monde moderne, la référence à l'histoire est constante. Le passé est instrumentalisé, il est encore aujourd'hui par le gouvernement de Xi Jinping, encore et encore. Donc, même, nous n'avons pas besoin de leur appui pour décider d'enseigner l'ensemble de la civilisation chinoise, mais évidemment, la Chine est une civilisation au monde, et c'est un des traits de nos départements, d'ailleurs je pense qu'à peu près tous les départements de l'INALCO, d'enseigner la globalité de ces zones culturelles. Il y a beaucoup dans la langue moderne, il y a beaucoup, disons, d'incrustation de restes de la langue classique. Par exemple, énormément on parle souvent des proverbes chinois, mais beaucoup en fait de ce qu'on appelle des proverbes chinois sont des brèves allusions à des histoires tirées de la littérature classique. Elles ne sont pas intelligibles en tant que telles, elles sont intelligibles comme des espèces d'appels de notes à des textes plus longs. Par exemple, si je vous dis « le vieillard des frontières a perdu son cheval », ça n'a aucun sens. Mais chaque Chinois sait que cela veut dire « un malheur n'est jamais certain, un bonheur peut se terminer en malheur comme un malheur peut se terminer en bonheur », suite à une anecdote justement qui commence par un vieillard de la frontière qui a perdu son cheval, mais qui bien entendu donne lieu à toute une histoire. Il y a énormément de ces locutions en chinois moderne qui vraiment incrustent dans la langue l'héritage culturel, vous voyez, qui n'est pas donc qui justifie encore plus que l'on emploie, que l'on enseigne donc la littérature et la civilisation ancienne. Voilà. L'immense majorité de documents littéraires, mais aussi historiques, économiques, etc., anciens, jusqu'au début du XXe siècle, sont majoritairement écrits en langue classique, même s'il y a une langue, bien sûr, vernaculaire ancienne, qu'on trouve dans des genres littéraires poétiques dès le Xe, XIe siècle. Pour tous les étudiants qui voudront manipuler des documents anciens, il est absolument indispensable de se former à la syntaxe du chinois classique et au lexique du chinois classique, bien évidemment. Mais pour tous ceux qui ne manipuleront que des documents en langue très contemporaine ou contemporaine, il est aussi indispensable d'avoir été formé à cette école dont je vais parler maintenant, de la rigueur et de la souplesse à la fois, qu'est la langue classique, pour pouvoir effectivement être armé à lire des documents en registre soutenu, Shumianyu, la langue des contrats, la langue épistolaire, la langue de la presse, etc.
Par ailleurs, les étudiants vont commencer la langue classique à partir de la 2e année de licence, lorsqu'ils sont déjà armés en grammaire contemporaine, en lexique contemporain et en connaissant l'écriture. Mais dans un vocabulaire ou dans un lexique contemporain, ils auront éventuellement tendance à ne pas toujours garder conscience de la dérivation sémantique du lexique et des caractères. Et le fait de pratiquer la langue classique et des textes et des sources en langue classique authentiques les oblige à reprendre conscience de caractéristiques grammatologiques très importantes et qui les arment d'autant mieux pour aborder le vocabulaire très contemporain. D'une part, les sources classiques permettent de voir les sens les plus étymologiques ou les plus proches de l'étymologie en action, qui peuvent avoir été éventuellement un peu effacés dans certains éléments de vocabulaire contemporain, et cela leur permet d'être mieux armés pour comprendre tout simplement l'invention et le néologisme. Du point de vue grammatologique, de la même manière, nous utilisons en règle générale des documents en graphique qu'on appelle non simplifiés. En Chine continentale et populaire, on utilise des graphies simplifiées pour un certain nombre de caractères. En Chine, à Taïwan et à nouveau en Chine continentale, parce que cela revient à la mode, on utilise des graphies traditionnelles non simplifiées, et ces graphies traditionnelles sont beaucoup plus transparentes du point de vue de l'étymologie bien souvent, mais aussi permettent de faire prendre conscience aux étudiants de phénomènes d'emprunt, de variantes graphiques, etc., qui leur est intéressante aussi pour comprendre comment on peut continuer dans les mangas chinois, à créer de nouveaux caractères en utilisant des systèmes de composition même des caractères. Puis surtout, du fait des caractéristiques particulières de cette langue littéraire, dont la règle d'or est la concision et l'économie, où à la fois c'est une langue défective, c'est-à-dire que la langue classique, encore plus que la langue chinoise moderne, ne marque ni les genres, ni les nombres, ni les cas, ni les personnes, ni les modes, ni les temps, etc. Prendre conscience de cette souplesse, enfin, exercer son esprit de déduction et en même temps s'obliger à une rigueur d'analyse syntaxique est aussi un apport essentiel, à mon sens, pour sentir le génie de la langue chinoise en général, non pas classique. Et puis évidemment, là, c'est un très vaste domaine, mais nous enseignons cette langue avec des textes authentiques qui sont des corpus littéraires, philosophiques, historiques, religieux, tout ce que vous voulez. Et donc, les prérequis culturels que auxquels nous permettons d'initier les étudiants dans le texte sont évidemment un apport indispensable pour tout apprenant de n'importe quelle langue. Comment comprendre une langue sans avoir un petit peu ses prérequis culturels. Cette maîtrise ou cette initiation, cette sensibilisation au contenu culturel si prévalent dans l'expression efficace des textes est une chose très importante à enseigner à nos étudiants. Voilà. Rémi Camus, vous êtes linguiste, enseignant-chercheur en linguistique russe, française et en linguistique générale. Au sein du département de russe de l'INALCO, vous donnez plusieurs cours de grammaire et cela va de soi de linguistique. En 2016, vous avez formulé la revendication, entre guillemets, que les langues anciennes soient pleinement reconnues dans l'offre pédagogique de l'INALCO et qu'elles bénéficient d'une mise en lumière en adéquation avec leur portée scientifique et sociétale. Je voudrais peut-être mettre l'accent un petit peu ailleurs que sur la science. En réalité, lorsque je demande que l'on prenne bien en compte l'enseignement des langues et textes anciens, j'ai également en vue nos objectifs au département d'études russes. Or, ils sont très particuliers. La chaire de russe, les études de russe de l'INALCO c'est la plus ancienne chaire en France. C'est
jusqu'à nos jours le plus grand département d'études russes en France. Ça a été créé en 1874 par Louis Léger sur des arguments qui n'étaient pas des arguments de science. Bien sûr, à l'époque, il ne s'agissait pas de sciences humaines et sociales, évidemment, mais fondamentalement, c'était des questions pratiques, diplomatiques et d'intérêt national. Il s'agissait de former des gens qui parlent bien russe, qui ont accès directement aux textes en langue russe. Et il se trouve que jusqu'à nos jours, la signature des étudiants de l'INALCO, c'est que, eh bien, au sortir de la licence, lorsqu'ils ont effectué ce parcours-là, eh bien, leur niveau de pratique de la langue est très nettement au-dessus du lot. Et cela, j'en suis absolument convaincu, est non seulement lié au fait que nous avons beaucoup d'enseignants et beaucoup de collègues locuteurs natifs, mais aussi des collègues représentatifs des divers domaines des études slaves et de la russistique, mais lié au fait que nous avons élaboré durant ce siècle et demi et transmis de maître à élève un programme propre qui implique pratique avec des enseignants locuteurs natifs, théorie dosée suivant nos propres programmes, hein, bien antérieurs au cadre européen de référence pour les langues, et puis fondée sur l'étude des textes. Et de la tradition de la maison, en fait, ce que nous avons retenu, c'est l'importance essentielle de l'étude des textes et des anciens textes. Il y a plusieurs raisons à cela qui sont liées aux Russes. Le russe moderne, d'abord, on appelle russe moderne la permanence de cette langue depuis le début du 19e siècle, par opposition au russe contemporain, qui serait la langue que l'on parle maintenant, vraiment là. Eh bien, le russe moderne est un mixte de langues vernaculaires slaves de l'Est et de slavon, langue très influencée par les langues slaves du Sud et par la tradition byzantine, des textes de traduction, des textes du corpus biblique. Donc le russe moderne et le russe contemporain, par voie de conséquence, est un héritier également donc de la tradition scripturale. Pour comprendre, pour se faire une idée de l'importance des idiomes anciens et en particulier du slavon, en russe contemporain, on peut, je crois, penser aux bases savantes du lexique français. On a le mot cœur et l'adjectif, ça sera cordial, hein, cor, cordis, cordialis. Eh bien, il faut imaginer que des bizarreries comme ça, eh bien, en russe se rencontrent dans pratiquement tout énoncé. Elles sont omniprésentes. On ne peut pas apprendre le russe sans apprendre également des éléments de grammaire slavonne. C'est une des raisons qui fait que toujours nous avons essayé de maintenir, hein, contre vents et marées parfois, plus ou moins, mais de l'enseignement du vieux slave, hein, qui est le nom que l'on donne à la langue des premiers textes de traduction du corpus biblique slave. Deuxième aspect, la pratique de la grammaire comparée que cela implique, eh bien, est un viatique pour l'étude d'autres langues slaves. Et il se trouve que c'est une autre particularité des langues orientales qui est de pouvoir allier à l'étude du russe, grâce à nos confrères dans d'autres départements, eh bien, l'étude d'autres langues slaves. Enfin, c'est également exploiter le savoir-faire de la philologie classique qui a de longue date réfléchi sur les conditions de lecture, d'interprétation, d'analyse et d'exploitation des textes. Hein, là, il y a bien longtemps, avant l'apparition du big data, que l'on établit des concordances de textes classiques. Il faut donc réfléchir sur ce qu'est l'unité de ces textes, sur ce qu'est un lexème, etc., sur ce qui fait un texte. Ce savoir-faire
peut être mobilisé, et je le pense doit être mobilisé pour accéder aux textes non expurgés. Et bien entendu, cela sert non seulement à l'acquisition de la langue écrite et orale, mais également à l'étude des littératures, folklore, culture, société de notre ère d'études. Donc c'est vraiment, je voudrais déplacer l'accent, il ne s'agit pas tant de science en l'occurrence que d'importance dans le cadre de l'INALCO pour la méthodologie qui s'est élaborée au cours de ces 150 dernières années, d'un enseignement vivant de la langue parlée maintenant, si on veut que ce soit fait de manière raisonnée, efficace et dans un temps limité, alors nous devons, comme ça se fait d'ailleurs pour les élèves russes, russophones en terrain russe, eh bien, mobiliser le savoir des études classiques. L'intérêt d'enseigner l'histoire de la langue, il se situe à plusieurs niveaux. D'abord, ça nous permet de montrer ou de casser une image assez commune qui est celle d'une langue qui a été créée dans les premières années du XXe siècle, voire au moment de l'indépendance. C'est un malentendu complet qui est dû au fait que la langue a changé de nom, en réalité, à la fin des années 1920. Les nationalistes indonésiens ont décidé d'appeler indonésien une langue qui s'appelait le malais. Et donc, s'est développée l'idée que cette langue avait été créée entre, disons, la fin des années 20 et les années 40, par une espèce de joyeux mélange des différentes langues de l'archipel, ce qui est complètement faux, bien entendu. Donc, il y a déjà ce premier malentendu à briser ou à effacer. Ensuite, aborder l'histoire de la langue ou la langue dans une continuité historique, ça permet également de montrer qu'on a affaire non seulement à une langue ancienne, mais qui a rempli un éventail de fonctions très larges, en particulier à partir du XIIIe, XIVe siècle. C'était l'époque à laquelle on commence à disposer des textes assez nombreux. Et là encore, les textes de cette époque-là, 13e pour les plus anciens, 14e jusqu'au 18e pour les plus nombreux. Cette langue-là, avec un petit peu d'exercice, est parfaitement abordable par des étudiants de troisième année. Donc, ce serait en rien comparable, si vous voulez, aux états très anciens du français qui sont inabordables pour des Français contemporains, sauf à en avoir fait l'apprentissage spécifique. Ce n'est pas du tout ce cas. Donc, c'est abordable, c'est intéressant pour cela. L'abord de la langue dans son développement, dans son histoire, permet également de mettre l'accent sur un phénomène qui est très marqué, à savoir la dialectalisation très forte de la langue et qui est encore sensible jusqu'à aujourd'hui. L'indonésien est la forme standard du malais d'Indonésie. Le malaisien est la forme standard du malais de Malaisie. Et puis à côté de ça, vous avez plusieurs dizaines de formes locales, vernaculaires, qu'on appelle malais, malais de telle région, malais de telle autre région. Certains de ces malais, d'ailleurs, sont des formes créolisées qui sont apparues et généralement à partir du XVIe siècle, XVe, XVIe siècle. Donc, on a tout un éventail de dialectes et dont il est très important de connaître l'existence, non pas pour les maîtriser, mais pour savoir que lorsqu'on est amené à évoluer, à travailler ou à faire des recherches dans différents endroits en Indonésie, on sera constamment confronté à des dialectes différents, différenciés, en plus du fait qu'on est aussi confronté à des langues locales qui, quelquefois, sont très éloignées du malais, ou en tout cas avec lesquelles il n'y a pas d'intercompréhension. Donc, il y a toute cette diversité de formes dialectales qui est importante, qu'il est important de comprendre, enfin d'en comprendre l'existence au moins. Et puis, il y a un autre élément, c'est qu'à un moment donné, il est indispensable pour les étudiants d'aborder, ou plutôt d'approfondir non seulement la connaissance du malais standard d'Indonésie, mais également du malais standard de Malaisie. Or, ces deux variantes sont très proches, mais malgré tout, l'intercompréhension n'est pas complète entre les deux. Et très souvent, les enseignants présentent d'abord, donc les étudiants apprennent d'abord le malais d'Indonésie, et ensuite,
le malais de Malaisie est introduit de manière contrastive. Donc, en indonésien, on emploie telle forme, et en malaisien, on va employer telle autre forme. Ce qui est, à mon sens, fastidieux, et ce qui donne aux étudiants l'impression que ces langues sont différentes, qu'il s'agit de langues différentes, en mettant justement, par cette approche contrastive, l'accent sur les différences. Or, à mon sens, c'est une erreur. Et en réalité, si on aborde les choses dans une perspective diachronique, en réalité, il est parfaitement possible d'associer des sens, des formes, en malais d'Indonésie et en malais d'Indonésie, de Malaisie et d'Indonésie, pardon, et de montrer l'unité profonde de ces différents dialectes, de ces différentes variantes d'une seule et même langue en réalité. Donc il y a une dimension pédagogique, didactique aussi, qui me semble tout à fait importante. Dans cette perspective didactique dont je parlais tout à l'heure, pour approfondir et comprendre toute cette variation dans la langue, aussi bien au plan diachronique que synchronique, mais aussi pour avoir accès donc, à des textes qui, lorsqu'ils sont étudiés aussi bien localement par les spécialistes de littérature en Malaisie ou en Indonésie, ou bien par les élèves ou les étudiants, ne sont jamais traduits dans la langue contemporaine en réalité, ce serait une traduction intralinguale, si vous voulez. Mais ces textes-là ne sont jamais traduits, de même que les textes écrits dans différents dialectes sont très rarement traduits dans le standard contemporain. Donc, si on veut pouvoir aborder ces textes, il est indispensable de maîtriser, de connaître la langue classique qui ne présente pas de difficultés insurmontables. Donc, c'est pour avoir accès à cette littérature qui est très riche et qui présente beaucoup d'intérêt, aussi bien au plan littéraire pris dans un sens étroit que pour étudier des phénomènes liés, je ne sais pas, d'ordre religieux, juridique, ou bien pour étudier l'histoire de ces régions. Les sources historiques, les chroniques historiques sont écrites en malais classique, et ces chroniques sont utilisées aujourd'hui et depuis un certain temps par les historiens au même titre que ceux-là vont utiliser des sources d'archives de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales ou de telle administration coloniale. En réalité, dans la formation d'Indonésiens, il y a deux cours qui abordent ces questions. Un cours d'histoire de la langue que je dispense. Bon, c'est un cours semestriel qui brosse l'ensemble de la période. Et puis, à côté de ça, il y a un autre cours qui est dispensé par mon collègue Étienne Navo, qui est professeur de langue et de littérature indonésienne. Étienne Navo, vous êtes spécialiste de littérature indonésienne, dont vous enseignez l'histoire au sein du département Asie du Sud-Est Pacifique de l'INALCO. Quelle est, selon vous, l'importance de l'enseignement du malais classique ou de l'histoire de la littérature indonésienne à l'INALCO? Merci beaucoup. Alors, pour ce qui est de l'importance du malais classique et de l'histoire de la littérature indonésienne, je pense d'une part que l'étude de la littérature permet aux étudiants d'indonésiens d'approfondir leur connaissance de la langue et de la civilisation indonésienne. D'autre part, au niveau de la L3, nous avons introduit un enseignement de littérature malaise qui est surtout centré sur la littérature malaise classique, de manière à équilibrer un petit peu notre enseignement qui est quand même davantage centré sur l'indonésien et sur l'Indonésie, puisque la plupart des enseignants sont plus spécialistes d'indonésien et la majorité des lecteurs, en fait, viennent d'Indonésie. Quel serait le poids ou le rôle que devrait avoir la connaissance de ce strate de langue? Le malais classique, en fait, correspond à un état de langue qui était parlé dans certaines villes, en fait, notamment des villes côtières en fait, de l'archipel. Donc, ce n'est pas uniquement la péninsule malaise. C'est une littérature qu'on connaît à partir de manuscrits donc, qui remontent au XVIIe siècle. Pour ce qui est de l'indonésien, en fait, les choses sont un petit peu différentes, mais
je pense que dans notre enseignement, ce qui manque effectivement, c'est cette possibilité de remonter dans le temps, donc soit avec le malais classique, soit avec des langues régionales. Malheureusement, si vous voulez, pour ce qui est de la littérature indonésienne, elle s'appuie soit sur le malais classique, soit sur des littératures en langue régionale, comme le javanais. Mais malheureusement, nous n'avons pas d'enseignement du javanais ou d'autres grandes langues de tradition. D'autre part, si on voulait faire les choses vraiment très, très sérieusement, il faudrait que les étudiants puissent apprendre à lire les textes malais, notamment en écriture arabe, en alphabet arabe, adapté au malais. Bon, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on travaille sur des textes qui ont été translittérés. Et puis, ils n'ont pas non plus accès aux manuscrits. On a accès à des textes qui sont édités, en fait. Mais vous savez qu'on se heurte au manque de moyens pour pouvoir faire les choses un petit peu plus, de manière un peu plus approfondie. Mais je pense que c'est très important pour eux qu'ils aient conscience qu'il y a une profondeur de temps qui les oriente soit vers le malais classique, soit vers le javanais, qui malheureusement n'est pas enseigné. Il n'est pas enseigné à l'INALCO ou il n'est pas enseigné en France, le javanais? Est-ce qu'il est enseigné quelque part? Je pense qu'il est peut-être enseigné un petit peu à l'école pratique des hautes études. Ça doit être le seul endroit où il y a un enseignement de vieux javanais en France. Mais ni le javanais contemporain, enfin pour la conversation, il n'y a aucune langue, malheureusement, aucun dialecte n'est enseigné à l'INALCO, faute de moyens, en fait. Vous le pensez souhaitable, si je comprends bien? Oui, je pense qu'il... Si on avait les moyens, disons. Oui. En priorité le javanais, mais ça pourrait être une autre langue régionale. Francesco Chiabotti, votre domaine est l'islamologie. Ce domaine, vous l'enseignez au département d'arabe de l'INALCO. Vous avez écrit sur les liens existants entre la langue arabe et l'islam. À la lumière de cette question, mais aussi d'autres questions que vous pouvez ajouter, quelle est, selon vous, l'importance de l'enseignement de l'arabe classique à l'INALCO? Bien. Alors, pour répondre à votre question, il y a un fait éminemment linguistique dans la civilisation islamique, et c'est ce fait linguistique qui m'intéresse en tant qu'islamologue. Donc, je m'intéresse à la langue arabe en tant que support, disons, classique qui véhicule les textes et les doctrines de l'islam. Je voudrais juste peut-être rappeler rapidement l'historique de cet enseignement dans notre institution qui est l'INALCO, qui remonte au XVIIe siècle, en fait, à l'époque de François Ier, quand on ouvre donc l'enseignement aux langues orientales pour des fins qui sont diplomatiques et commerciales, donc dans un monde qui se complexifie de plus en plus. Et l'arabe fait partie des premières langues donc enseignées et reste présent au sein de cette institution, malgré tous les changements, toute l'évolution qui a caractérisé l'ancienne école des langues, jusqu'à arriver aujourd'hui à l'INALCO. Donc, on enseigne plusieurs variétés d'arabe. Donc, il faut le noter, on enseigne toutes les variétés dites dialectales, qui en fait, c'est des variétés macro-régionales, l'arabe maghrébin, mais du marocain, l'algérien, le tunisien, le libyen. Après, on passe aux arabes orientaux, donc l'égyptien, le syro-libanais, et on enseigne aussi des dialectes de la péninsule arabique. Donc, cela dit, tout l'enseignement de l'arabe se fait aussi selon son aspect, disons, classique, qu'on appelle l'arabe littéral, et qui est celui qui m'intéresse plus particulièrement en tant qu'islamologue. C'est une langue qui est liturgique, donc c'est ça qui nous intéresse en tant qu'islamologue, une langue qui est liée à une production donc religieuse, mais pas seulement. Cette langue
disons, savante, est toujours vivante, elle est actualisée. Donc, on a un arabe standard, ce qu'on appelle un arabe standard, qui est très proche de l'arabe classique. Donc, ça, c'est un premier point à remarquer. Deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une présence de l'arabe également dans d'autres domaines religieux et dans d'autres civilisations. Vous avez donc des productions savantes, ça peut être bien évidemment des textes religieux, mais pas seulement, la philosophique et de mystique ou de la poésie, rédigée en arabe par des juifs et par des chrétiens. Donc ça, c'est aussi un fait important. L'étude de l'arabe permet de comprendre, disons, l'arabité n'a pas seulement exprimé une islamité. Donc ça, c'est un point, je pense, qu'il faut retenir. Donc, après, je voudrais revenir à ce qui concerne plus particulièrement l'islamologie, qui est l'étude de l'islam. Plus particulièrement, c'est l'étude philologique. C'est une étude philologique des textes et des doctrines. Et pour cela, il est évident que, étant donné qu'on s'occupe de doctrines religieuses, celles-ci sont constamment interprétées et réinterprétées par leur premier destinataire, disons. Et le fait de pouvoir revenir aux sources primaires dans cet arabe-là et l'étudier, le questionner de façon historique, avec une philologique, donc, permet de débarrasser les compréhensions justement de tout l'apport, disons, de la théologie qui successivement au texte rajoute du sens ou cadre le sens de façon normative. Donc l'islamologie faite sur des textes en arabe permet de poser des questions que voilà, la théologie ne se pose pas ou qui ne se permet pas de poser. Et donc, c'est l'idée de revenir un peu au sens premier des choses et des textes. Et en cela aussi, l'islamologie est également multidisciplinaire parce que, contrairement à la théologie islamique, on n'est pas dans un cadre confessionnel, on est dans un cadre de recherche d'un savoir universel qui s'adresse à tous. On utilise bien évidemment toute la sphère des savoirs en arabe classique. Donc, on fait dialoguer l'étude des textes religieux également avec les textes profanes, parce que cette division n'existe pas a priori pour nous. Et cette rencontre entre des corpus sacrés et des corpus dits profanes nous amène à redonner un sens nouveau, à réinterpréter les textes sacrés de l'islam. Nicolas Kane ou Tayavel Pillay, vous êtes tous les deux enseignants de tamoul ancien et de ses écrits. Plusieurs de vos cours à l'INALCO sont consacrés à ce domaine. Une introduction au tamoul classique, l'histoire de la langue, la littérature tamoul prémoderne, l'étude des sources historiques en tamoul, ce qui fait référence entre autres à des inscriptions anciennes. La question que je voudrais vous poser avant tout est la suivante. Pourquoi il est important, selon vous, que les étudiants de l'INALCO possèdent des connaissances dans le domaine du tamoul classique? Effectivement, quel est l'intérêt? Pourquoi enseigner le tamoul classique? Pour ce qui me concerne, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais je pense que c'est avant tout parce que culturellement, il y a un corpus de textes qu'on appelle généralement la littérature du Sangam, dont la plupart des Tamouls, en tout cas d'Inde, ont conscience, qui est très souvent brandi, mis en avant comme un facteur identitaire. Et donc, je pense que c'est bien sûr vrai, j'imagine, pour quasiment tous les pays, mais cette littérature classique, en fait, elle fait vraiment partie intégrante aujourd'hui de l'identité tamoule, et c'est quelque chose dont je ne sais pas dans quelle mesure les jeunes générations ont conscience, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui reste très, très important au pays tamoul. Il suffit de feuilleter la presse quotidienne pour se rendre compte que ces aspects-là, ces questions de la forme de littérature la plus ancienne restent prégnantes et mises en avant véritablement comme une identité. Il y a, j'ai presque envie de dire, une fierté de l'antiquité de cette littérature tamoule qui, bien souvent, est mise en parallèle avec la littérature sanskrite du Nord. Voilà. Outaya, vous voulez ajouter quelque chose sur l'histoire de la langue ou l'histoire de
littérature Histoire de la prémoderne. langue, donc oui, en fait, nous avons mis en place donc, les 3 des 4 cours que vous avez évoqués précédemment, donc introduction à la langue classique, histoire de la langue tamoule et étude des sources écrites. Ce sont 3 cours nouveaux, en fait, que nous avons mis en place dans la nouvelle maquette de 2019-2024, dans le but de diversifier justement notre offre d'enseignement du tamoul à l'INALCO pour ouvrir, si vous voulez, en fait, ces enseignements à un plus large public, un public aussi bien donc de tamoulisants, si vous voulez, qui travaillent sur le contemporain pour que justement ils aient accès à ces sources anciennes très importantes encore aujourd'hui dans la société contemporaine, mais aussi pour quelque part, en fait, proposer des cours ou un enseignement du tamoul classique qui n'existe nulle part ailleurs en France. À Paris 3, il y a le sanskrit. D'ailleurs, nous travaillons avec Paris 3. Il existe une licence bilingue tamoul, sanskrit et sanskrit tamoul, puisque tamoul est aussi une mineure possible à Paris 3. Donc, c'est dans ce projet-là, en fait, de proposer un accès à cet enseignement classique, à cet enseignement du tamoul classique, à un public qui est intéressé par le monde ancien et qui ne vient pas forcément à l'INALCO pour cela. Donc, c'est pour attirer aussi ce public-là. Et comme je vous l'ai dit, cet enseignement n'existe nulle part ailleurs en France. Il faut aller à Hambourg pour le plus près pour avoir des cours sur le tamoul classique, et c'est principalement à partir du master. Donc, nous proposons cela à partir du deuxième semestre de L2, avec ce cours introductif donc, qui est donné par M. Kahn, pour pouvoir ensuite travailler plus facilement dans les cours de littérature prémoderne et dans le cours d'études de sources historiques qui est donné en L3. Donc voilà, c'est pour donner ces outils-là aux étudiants que nous avons organisé la maquette de cette façon-là. Nicolas et moi, on est assez jeunes, si vous voulez, dans l'institution. Moi, je suis arrivée en 2016 et Nicolas en 2019, il me semble. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment d'offrir aux étudiants toute la diversité, en fait, toutes les formes du tamoul qui existent encore. C'est juste un mot sur l'aspect peut-être plus méthodologique. Là encore, ça s'est fait spontanément pour ce qui me concerne, mais j'imagine pour toi aussi, Oudaya. C'est au bout d'un moment, effectivement, les cours dialoguent entre eux. Et c'est ça qui est le plus intéressant, j'imagine. C'est, si je prends un exemple très concret, pour un TPE, des travaux pratiques encadrés, récemment, on a abordé une traduction française d'un texte tamoul qui traite de sport tauromachique, si on peut dire. C'est un peu difficile de résumer ce qu'est ce sport. En tout cas, c'est une célébration aussi. Bref, tout ça pour vous dire que les premières références à ce sport qui est encore très débattu aujourd'hui et qui fait la une de l'actualité, faut-il l'interdire ou pas, les premières occurrences, justement, c'est dans la littérature classique où c'était effectivement une culture qui est une pratique culturelle qui est louée en poésie, qui est décrite avant notre ère, déjà avant notre ère. Donc c'est assez intéressant quand effectivement d'un cours à l'autre, les étudiants s'aperçoivent que on revient à des choses qu'on a vues dans un autre cadre, pas du tout forcément avec le même objectif, mais à l'arrivée tout ça devient cohérent. Un cours de L1 va tendre la main à un cours de L2, et puis en L3 on va se dire mais oui, mais vous vous rappelez, on a déjà abordé cette thématique-là, cette fois-ci on l'aborde d'un point de vue plus historiographe. Voilà, il y a vraiment, c'est très, très intéressant, je trouve, cet aspect-là, de pouvoir faire dialoguer les cours entre eux. Et plus, bien sûr, il faut valider des ECTS, et il y a des contraintes de matière, mais à l'arrivée, quand tout ça trouve une cohérence, c'est vrai que c'est là que c'est le plus épanouissant pour nous, et j'espère pour certains de nos étudiants qui s'y retrouvent aussi. Est-ce que l'introduction au tamoul classique suppose des notions de tamoul contemporain, ou est-ce qu'on l'enseigne à partir de zéro? Comment ça se passe dans le domaine tamoul ou dans votre département, le choix qui a été fait? Alors pour nous, comme le disait Oudaya tout à l'heure, c'est seulement à partir du second semestre de L2. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui a gouverné ce choix, mais ça paraît effectivement relativement cohérent qu'il faut déjà maîtriser, j'allais dire, les aspects les plus contemporains de la langue, c'est-à-dire, je ne sais pas si on peut dire les plus simples, mais en tout cas les plus courants. Et c'est généralement aussi nos publics, il faut aussi préciser qu'une grande partie de notre public sont
en partie ou complètement tamoulophone. Il y a bien sûr toujours des véritables débutants, de véritables apprenants, mais c'est aussi ce qui est le plus proche pour la plupart de nos étudiants, c'est ce tamoul contemporain. Et donc faire le trajet de ce qu'ils connaissent déjà pour aller progressivement remonter dans le temps, effectivement, ça paraît plus facile, voilà, plus abordable peut-être que dès la L1. Après, ça dépend. Encore une fois, on a des publics aussi assez hétérogènes. Donc, on peut toujours. Moi, je ne me prive jamais de prendre des exemples de tamoul classique dans un cours même de débutant. Mais c'est vrai que peut-être un véritable cours dédié à la littérature classique, dès la L1, tout est envisageable, mais peut-être ce serait plus compliqué. Et ce n'est pas si simple en L2 déjà, effectivement. Oui, et surtout que ces cours-là, ces différents cours-là s'inscrivent dans notre offre de cours de langue, en fait. Dans la maquette, ils font partie des cours de langue de la licence. Ils ne sont pas dans les cours de civilisation, ils ne sont pas considérés comme des cours de civilisation. Donc, c'est vraiment le parcours de l'étudiant en licence qui commence en L1, etc., qui a eu accès à tous ces cours donc, de grammaire, d'expression écrite, etc., et qui arrive en L2 au deuxième semestre de L2 et qui arrive à ce moment-là avec tous les bagages, si vous voulez, qui précèdent, à suivre ce cours de tamoul classique, d'introduction au tamoul classique. Mais en général, donc, par contre, bon, je pense que Nicolas, il pourra confirmer, mais moi, j'ai fait du tamoul classique en Inde, donc j'avais suivi des cours intensifs de tamoul classique, donc c'était plus facile parce que j'avais déjà du tamoul contemporain, mais aussi parce que j'avais déjà fait d'autres langues anciennes, donc du latin et du sanskrit, en fait. Donc, puisque ces cours-là qui étaient donnés à Pondichéry, c'était des cours qui étaient ouverts à tout le monde. C'était des cours internationaux, si vous voulez. Donc, on n'avait pas l'obligation de connaître le tamoul pour y accéder, mais c'est vrai que c'était plus facile. Oui. La licence d'arménien de l'INALCO comprend 4 cours semestriels en 2e et 3e année d'arménien classique. Pourquoi il est important d'enseigner cette langue aux étudiants de l'INALCO et quelles sont les méthodes que vous utilisez dans votre enseignement? L'arménien classique effectivement fait partie de l'enseignement du cursus de l'apprentissage de l'arménien. C'est la langue donc, qui est attestée depuis le 5e siècle après Jésus-Christ et on a une littérature qui va jusqu'au 19e siècle. Donc, c'est vraiment une langue qui, bon, dans les études arméniennes, sont d'une grande importance, puisque beaucoup de textes historiques, toutes les sources sont en langue ancienne. En plus des cours que je donne donc, au niveau L2, L3, il y a un cours de master qui est une initiation à la lecture des manuscrits et des inscriptions lapidaires. Voilà, qui sont quand même 2 domaines importants au niveau des sources historiques. Le géorgien classique fait également partie de vos domaines de prédilection. Quelle est son importance et pensez-vous qu'il devrait lui aussi faire l'objet d'un enseignement à l'INALCO? Écoutez, oui, le géorgien classique me semble absolument nécessaire dans le cursus du géorgien. D'abord parce que c'est une langue absolument magnifique, qui est pour moi une merveille chaque fois que j'enseigne cette langue aux étudiants. Je ne me lasse pas de cette langue qui recèle des phénomènes qu'on ne trouve pas dans les langues indo-européennes. Et rien que pour ça, c'est vraiment une langue qu'il faut étudier. Et la littérature, elle est peut-être moins variée puisqu'il y a beaucoup de textes hagiographiques, mais il y a quand même une littérature très riche et très importante aussi également pour l'Orient chrétien d'une façon générale. La langue russe moderne a été extraordinairement influencée par le vieux slave et par le slavon. Et le russe standard, qui a été standardisé dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, présente une très grande partie de formes slavones.
est un mélange entre des formes authentiquement russes et des formes slavones. Donc, l'étude du vieux slave permet de comprendre le pourquoi des choses bizarres qu'on apprend en cours de langue, les exceptions en morphologie, l'origine de tours syntaxiques spécifiques, comme la construction des numéros, par exemple, ou les doublets lexicaux qui opposent une forme slavone et une forme russe avec une spécialisation de sens pour chacune des deux formes. Ça, c'est vrai pour le russe, mais c'est vrai aussi pour les autres langues modernes. Et sur ce point-là, l'apprentissage du vieux slave permet d'avoir une meilleure compréhension des langues modernes. Par ailleurs, évidemment, le fait que c'est une langue morte contraint aussi les étudiants à mieux réfléchir à la structure de la langue et à la grammaire, mieux qu'ils ne le font sur une langue vivante, parce que le type d'apprentissage, évidemment, est différent. Pour une langue morte, il n'y a pas d'oral, il n'y a pas de mémorisation des locutions, il faut analyser, et assez souvent, les étudiants ne savent pas bien analyser. Donc, ils peuvent aussi utiliser ce qu'ils apprennent sur une langue ancienne ainsi, et s'en servir pour améliorer notamment leur technique de la version pour les langues modernes, parce que la technique de la version laisse quand même assez à désirer. Et enfin, la linguistique historique permet de comprendre mieux le fonctionnement de la grammaire, des phénomènes communs à toutes les langues slaves, tels que la voyelle mobile, par exemple, et inversement, la spécificité de chaque groupe, par exemple, ceux qui distinguent le groupe qu'on appelle slave oriental, constitué du russe, du biélorusse et de l'ukrainien, des deux autres groupes slaves qui présentent des caractéristiques différentes. Donc, ça permet à la fois de comprendre l'unité, les différences et les groupements régionaux. Michel Vieillard-Baron, vous êtes spécialiste de la langue et de la littérature japonaise classique. À l'INALCO, la licence propose une spécialisation Japon classique à part entière. On considère qu'il n'est pas possible de faire des études sérieuses en japonais, même quand on travaille sur le Japon contemporain, sans avoir des bases de japonais classique. Alors, il faut savoir, donc vous imaginez, si la langue classique écrite a été utilisée du 8e au 19e siècle, elle infuse naturellement la grammaire du japonais contemporain, la langue contemporaine dans certains cas, et donc il faut absolument connaître, au moins avoir de bonnes bases de japonais classique pour comprendre certains donc traits linguistiques du japonais contemporain. Donc, alors ça, c'est la raison pour laquelle on encourage vivement les étudiants. Ils ne sont pas obligés, hein, mais donc on encourage vivement les étudiants à prendre les cours de grammaire du japonais classique et pour ceux qui s'intéressent à la littérature, le cours de littérature classique. Hein. Donc, d'autre part, le concours de l'agrégation de langues et civilisations japonaises comporte une épreuve obligatoire de littérature classique, ce qui fait que les étudiants qui souhaiteraient donc passer le concours de l'agrégation sont obligés d'avoir au moins de bonnes bases de japonais classique, puisque une épreuve consiste en l'explication d'un texte en japonais classique. Donc ça, c'est vraiment la raison principale, c'est-à-dire que pour le département Japon, et donc on considère qu'on ne peut pas faire d'études sérieuses de japonais sans avoir au moins de bonnes bases de japonais classique. Alors, donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc en licence, les étudiants donc ont le choix, donc ils peuvent prendre un cours donc de grammaire du japonais classique, qui est un cours sur 2 semestres et donc 1h30 par semaine. Et à partir du second semestre de la licence, donc les étudiants qui sont intéressés peuvent prendre en plus du cours de grammaire classique, un cours de littérature classique, avec donc là la lecture donc en langue originale de textes japonais classiques de différentes périodes. Je pense qu'il est important que le sanskrit soit enseigné à l'INALCO, même si il l'est très peu, juste un semestre d'initiation, parce que c'est une langue qui a une place particulière à la fois pour un certain nombre des langues que nous enseignons à l'INALCO, les langues d'Asie du Sud ou les langues de l'Inde, du monde indien, qui sont plus ou moins étroitement apparentées au sanskrit.
certaines très proches du sanskrit, comme le hindi, comme le bengali, comme le népali aussi, d'autres moins proches, mais tout de même fortement influencées par le sanskrit, comme le tamoul ou le telugu, qui sont donc des langues enseignées à l'INALCO. Mais je pense que le sanskrit ne concerne pas uniquement les langues de notre département d'Asie du Sud. Il peut intéresser, et il intéresse effectivement, vu le public que j'ai chaque année, des personnes qui viennent d'horizons très différents, qui sont curieuses du sanskrit parce que c'est une langue qui a eu une place à part, je pense, dans l'histoire des langues. Et là, on a affaire à une langue qui a connu ce destin, donc d'être finalement en grande partie figée il y a déjà plus de 2000 ans, et qui donc est aussi une langue de culture. C'est également une langue qui a un intérêt particulier, qui peut avoir un intérêt particulier pour les personnes qui s'intéressent de près à la linguistique, puisque la culture sanskrite a développé très tôt dans son histoire, justement au moment probablement où le sanskrit s'est en grande partie figé comme langue savante, langue de transmission de tous les savoirs qui étaient disponibles à cette époque-là dans cette région du monde, puisque vraiment une véritable linguistique s'est mise en place pour décrire le sanskrit, pour expliquer le sanskrit à cette époque, et que la linguistique générale telle qu'elle est née en Occident au XXe siècle a repris beaucoup, s'est beaucoup inspiré de cette linguistique très ancienne qui avait été à l'origine conçue pour le sanskrit. Je vais tout d'abord commencer par dire que nous imposons en licence 4 semestres de langue classique sur L2, L3 à nos étudiants. Au sein du master, il n'y a plus de cours de langue ou sur textes généraux, mais évidemment, bien sûr, tous les séminaires qui portent sur des documents anciens ou qui exploitent des documents anciens seront une façon pour nos étudiants de continuer à se former par la pratique même des sources. Mais si je me limite donc au niveau de la licence, nous avons avec mes collègues essentiellement Frédéric Wang et Vincent Durodasté. Frédéric Wang est philosophe, Vincent Durodasté est littéraire, tout comme moi, mais spécialiste d'époque plus tardive et de genre, notamment en langue vernaculaire. Et puis nous avons des collègues qui ne sont pas toujours statutaires, mais qui peuvent avoir d'autres disciplines, comme par exemple actuellement Lei Yang, qui est historien. Nous concevons les choses avec une première année et 2 semestres d'initiation dans laquelle nous ne respectons pas tellement la périodisation standard, au sens où notre but est qu'à la fin du 2e semestre et du L2, les étudiants aient vu l'essentiel des règles syntaxiques et des mots outils fondamentaux, des mots grammaticaux fondamentaux, pour pouvoir effectivement aborder les textes un peu moins simples en L3 du chinois classique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire 6e, 2e siècle avant notre ère. Le premier semestre de chinois classique de L3 sera consacré exclusivement à des textes de cette période-là plus complexes que ceux qu'on aura vus en L2. Et le dernier semestre de L3 sera consacré au contraire à des textes plus tardifs et à des textes qui admettent le mélange des genres, à savoir le chinois classique qui évolue après le 11e, 10e, voire même le 6e siècle de notre ère, et qui va aussi se matiner de langue vernaculaire ou du vernaculaire ancien dans le roman. À la limite, nous pouvons certaines années aller jusqu'à des textes de la fin du 19e ou du fin du 20e siècle. En dernier semestre de L3, pourquoi? Parce que notre objectif est de nous adresser aussi bien aux étudiants qui vont éventuellement avoir à exploiter des sources anciennes ensuite, et donc pour leur donner un aperçu de ce que signifie l'hybridation des langues littéraires en chinois, mais aussi donc nous nous adressons à ces étudiants qui sont par exemple en filière professionnalisante et qui a priori
n'auront besoin que du Shumian, du style écrit contemporain, soutenu contemporain, mais que notre élargissement chronologique du point de vue de la périodisation en fin de licence aura rendu un tout petit peu tout terrain, hein, c'est-à-dire les aura habitués à cette hybridation un tout petit peu des registres de langue. Si je reviens aux 2 premiers semestres d'initiation, donc nous ne nous limitons pas à la période du chinois classique standard, nous employons éventuellement des textes un peu plus tardifs et un peu plus simples, un peu plus matinés de vernaculaire, en nous basant sur une progression une programmation qui se concentre évidemment sur les mots-outils fondamentaux et le lexique spécialisé de base, hein, pour pouvoir aborder l'année suivante des textes classiques en étant à peu près armés. La particularité de nos méthodes à l'INALCO est que nous refusons les manuels parce que nous ne voulons pas nous limiter chaque année au même texte du même manuel. Nous enseignons cette langue comme enseignants-chercheurs typiques, à savoir que nous ne cessons pas d'apporter de nouveaux textes et nous essayons de varier. J'avais choisi ce fond d'écran, pourquoi? Parce que je voulais aussi parler du fait que le chinois littéraire et littéral, c'est inscrit, copié, édité, c'est étudié et c'est enseigné non ponctué, sans ponctuation. Donc, vous voyez derrière moi un manuscrit qui donne un texte poétique dans lequel vous voyez que des petits points rouges sont apportés parce que c'est au moment de la lecture, c'est une lecture savante, hein, lettrée ou qui comprend, ne consiste pas seulement à reconnaître le lexique, à maîtriser les éléments structurants, les mots grammaticaux, etc., mais à découper le sens au sens où apporter les ponctuations. J'aime beaucoup utiliser ça à titre d'exercice, c'est-à-dire que on leur montre un petit peu comment on procède pour ponctuer un texte avant de savoir ce qu'il raconte. Une fois qu'on sait ce qu'il raconte, c'est très facile de le ponctuer, mais quand on ne sait pas encore, ce qu'il raconte, on est absolument obligé de prêter attention à tous les faits de langue, à savoir l'ordre des composants, les mots grammaticaux, les particules qu'on appelle finales ou initiales qui servent précisément d'éléments de ponctuation outre qu'elles informent sur une modalité ou autre, mais qu'elles mettent à la fin d'un segment. Et puis tout simplement à ces logiques rythmiques, de régularité rythmique en 4, 4, 6, 6, 4, 4, 5, 5, etc., ou ces logiques de symétrie, de parallélisme qui sont foncièrement indispensables pour comprendre la langue lorsque justement la prosodie complète ou se substitue à l'aspect elliptique et défectif de la langue. On pourrait dire que nous sommes relativement classiques en la matière. On peut peut-être le regretter un peu. Nous pratiquons essentiellement un enseignement à base de textes réels que nous expliquons, glosons en français ou en chinois moderne, et nous demandons aux étudiants de pratiquer la version. Donc, ça n'est pas du tout une pédagogie révolutionnaire. On ne fait pas vraiment on ne fait pas écrire en langue classique, par exemple. On pourrait le faire. Disons-nous, on continue une longue tradition. Par ailleurs, cet usage de la traduction nous permet finalement d'intégrer au debout, si vous voulez, de l'itinéraire à nos étudiants. Nous avons aussi beaucoup d'étudiants qui viennent de Chine maintenant, qui ont un niveau de chinois moderne évidemment excellent, de chinois classique variable, mais dont effectivement pour lequel le défi est aussi la restitution en français, le passage d'une langue à une autre. Donc c'est aussi pour cette raison que nous sommes assez un petit peu coincés sur l'usage de la version, de la traduction. C'est aussi une manière de se servir du cours de chinois classique pour introduire aux étudiants des grands textes. Et moi, je traite la période plus récente, en fait, le dernier millénaire de l'époque impériale, en ouvrant d'ailleurs l'enseignement aussi à la langue, à l'autre langue littéraire, le chinois, la langue vulgaire, hein, à dose raisonnable. Et en s'approchant de manière la plus proche possible de la modernité, pour aussi montrer aux étudiants que la langue classique n'est pas une affaire d'antiquité. Et par exemple, j'ai souvent étudié avec les étudiants le livre de Ta Trongshou, le livre de la grande unité du réformateur révolutionnaire Kang Youwei, qui est un texte qu'il a publié dans les années 1930, après l'échec justement de son entreprise politique, et qui est dans un chinois classique, il faut dire un petit peu
complexe, mais qui est un exposé de son utopie, qui tient autant de la tradition confucéenne que de l'influence des socialistes de l'utopie et des idées du 19e et 20e siècle, enfin, des idées telles qu'elles circulent dans le monde à l'époque. Voilà. Je demande à mes étudiants d'étudier une sélection de textes qui va leur donner à voir, essayer de les familiariser avec ces textes-là, sans qu'on prétende qu'ils soient parfaitement capables, en toute autonomie, de les utiliser. Mais on étudie ces différents textes dans leur diversité non seulement linguistique, mais fonctionnelle ou typologique, c'est-à-dire qu'il y a des textes diplomatiques et des textes romanesques et des textes pris à des traités, à titre d'exemple. Quant aux méthodes d'enseignement, en deuxième année, le public est essentiellement constitué d'étudiants d'indonésiens. Donc en deuxième année, c'est l'enseignement de littérature indonésienne, d'histoire de la littérature indonésienne. Donc en fait, je commence par un chapitre introductif, par une grande introduction qui est plutôt centrée sur l'histoire, mais après, l'accent est mis sur l'étude des textes et des genres littéraires, en fait. Ce qui permet de ne pas... ce qui permet de pouvoir aborder l'étude de la littérature indonésienne de manière un petit peu plus exhaustive, parce que si j'adoptais un plan chronologique, on ne pourrait pas aborder des textes contemporains qui en fait sont plus faciles du point de vue linguistique que les textes plus anciens. Pour ce qui est de la littérature malaise, elle intervient au niveau de la troisième année. Alors, les choses sont plus difficiles puisque donc c'est une littérature qui est plus éloignée de nous, qui est plus éloignée de ce que connaissent les étudiants. Donc, dans la mesure du possible, j'étudie avec eux des textes de littérature malaise classique avec des textes qui sont traduits en français ou en anglais. C'est d'ailleurs un petit peu la même chose pour la deuxième année, puisque j'ai une étudiante de malgache qui ne connaît pas l'indonésien. Et donc, même si je mets quand même l'accent sur l'accès au texte dans la langue, cet accès est facilité, dans son cas, par l'étude de textes qui sont traduits soit en français, soit en anglais. Parce que par exemple, en L1, en début de L1, quand on enseigne les rudiments de l'alphabet, qu'on commence à déchiffrer, très rapidement aussi, on vient à une forme de langue beaucoup plus contemporaine, pour le coup, qu'on appelle Tanglish, qui mêle anglais et tamoul, si vous voulez. C'est de l'anglais écrit dans un alphabet tamoul. Et donc, vous voyez, il y a vraiment à l'arrivée un éventail proposé dans le cadre de cette licence où très rapidement on est confronté à la langue des médias, la langue qu'on se parle dans la vie de tous les jours, qui est très empreinte, on peut le déplorer ou pas, d'anglais. En même temps, mais c'est assez ludique de reconnaître de l'anglais déguisé en tamoul. Donc voilà. Et puis en même temps, en deuxième année, on bascule effectivement vers l'introduction à des textes millénaires. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Et puis il y a aussi des questions historiographiques qui, si on a un public réceptif, on peut aussi introduire ces questions plus d'ordre historiographique, mais les textes qu'on vous enseigne, sont-ils véritablement d'il un millénaire? Ne serait-ce pas la dernière version en date de ces textes? Enfin, voilà, des choses qui permettent aussi à certains étudiants de commencer à s'ouvrir comme nous-mêmes quand on était sur les bancs de l'INALCO, parce qu'on a tous les deux été sur les bancs de l'INALCO, tous les deux. Voilà, il y a aussi des prises de conscience en licence de comment est-ce qu'on écrit l'histoire, comment est-ce qu'on fixe un texte ancien de littérature classique. Tout ça, ce sont des processus auxquels on n'est pas forcément éveillé en temps normal. Et c'est vrai que Udaya comme moi, on a fait ce cheminement, en fait, de réaliser comment est-ce que ce qu'on nous enseigne, d'où ça vient, quelle est la source. Et donc tout ça, je ne sais pas si c'était véritablement prémédité, mais très rapidement, on a commencé à sensibiliser aussi nos publics à ces questions-là.
est-ce que le fait que l'arménien classique soit enseigné en deuxième année, cela suppose que les étudiants doivent avoir déjà des éléments, des connaissances de l'arménien contemporain, on va dire, oriental ou occidental? Non, la seule base nécessaire, c'est l'apprentissage de l'alphabet. Voilà, qui est inclus dans les cours que je donne à l'Institut des langues rares. On apprend et la langue avec l'apprentissage de l'alphabet. En revanche, à l'INALCO, les étudiants ont déjà l'alphabet en tête, donc il n'y a aucun prérequis à part celui-là pour l'INALCO. Alors, pour ce qui est de la méthode, il n'y a pas de manuel en français, donc je n'utilise pas de manuel. Je travaille sur textes originaux uniquement, c'est-à-dire des phrases sélectionnées dans le corpus vieux-slave, pour commencer dans l'Évangile, et qui sont organisées pour illustrer un point de grammaire suivant une progression qui combine la fréquence, évidemment, et la difficulté. On ne commence pas tout de suite par les choses les plus difficiles. Et ensuite, au semestre 2, on s'attaque à des textes qui sont des textes suivis et non plus des phrases isolées. Je donne, évidemment, un fascicule avec des polycopiés de grammaire et de faits de langue au début d'année, plus le glossaire qui figure dans le manuel du vieux slave d'André Vaillant, qui est un grand classique. Comme les étudiants connaissent pour leur très grande majorité déjà une langue slave, le vocabulaire n'est pas vraiment un problème parce qu'il y a de grandes similitudes et qu'ils arrivent à s'y retrouver. Et c'est au contraire assez formateur parce qu'ils apprennent très vite à repérer les correspondances entre un mot vieux slave et son équivalent en russe ou en bulgare ou en polonais ou autre. Et au semestre 2, on fait un peu plus un travail de linguistique comparée, c'est-à-dire que je les fais travailler sur les différentes traductions dans les langues modernes d'un même texte ancien, vieux slave, et les étudiants doivent identifier chaque langue et ses caractéristiques. Le but étant de permettre à un étudiant qui connaît déjà une langue slave, quelle qu'elle soit, mais qui en a déjà une bonne connaissance, d'apprendre plus rapidement une autre langue slave en se servant donc de ses connaissances de la première langue slave qu'il connaît et des rudiments de linguistique comparée que je peux lui apporter. Le résultat est assez bon. Je me souviens d'une étudiante de L3 de russe qui était partie à l'étranger pour un stage et qui s'est retrouvée en colocation avec une Tchèque. Elle a dit au début « aïe » et elle est revenue très fière parce que le cours lui avait été utile, m'a-t-elle dit, pour comprendre en gros sa colocataire, apprendre plus vite le vocabulaire tchèque et les points de grammaire de base et pouvoir avoir une communication minimale et même plus que minimale avec elle. Alors, pour répondre à votre question sur la méthode, donc pour le cours de grammaire classique que j'assure après différents collègues, donc on a un manuel qui a été écrit par une collègue qui était enseignante à l'INALCO qui s'appelait Catherine Garnier, qui vit toujours mais qui est à la retraite. Et donc Catherine Garnier a donc constitué un petit manuel de langue classique et donc on utilise ce fascicule qui remplit, qui couvre les cours du premier et du second semestre. Donc c'est un cours dans lequel j'explique les principales règles et les principales caractéristiques de la langue classique et donc avec des exercices d'application, avec donc des phrases extraites de textes classiques qu'on lit en cours avec les étudiants pour qu'ils puissent s'entraîner à comprendre en fait ces textes. Et puis donc pour le cours de littérature classique, là plus spécifiquement, donc je dispose également d'un manuel qui a été préparé par la collègue qui assurait ce cours avant moi, qui était Madame Soumie Terada. Et là, nous travaillons sur des extraits de 2 textes qui montrent donc 2 états différents de la langue japonaise. Donc, il y a un texte qui est constitué de petites anecdotes qui datent du Xe siècle et un texte qui est également constitué de passages courts qui datent du XIVe siècle, ce qui permet aux étudiants de découvrir en fait différents
des textes de différentes natures. Le premier est un texte vraiment écrit dans les milieux de la cour avec toutes les pratiques des échanges poétiques, etc., qui sont très importants pour comprendre la culture et la langue classique. Et puis, le deuxième est un texte d'influence bouddhique, en fait. Alors là aussi, pour comprendre, en fait, toute la spiritualité qui innerve la littérature japonaise et qu'il est très important de connaître pour comprendre, en fait, la culture et la pensée japonaise. J'évoque parfois quelques données, quelques reconstructions au cours d'introduction. Dans le cours de civilisation mandingue, là où je parle de proto-patrie du peuple mandé, mes reconstructions historiques d'où sont venus les ancêtres de mandingue. Parfois, je donne quelques idées sur ce que c'est glottochronologique, ce que c'est la reconstruction, mais bien sûr, c'est plutôt marginal, hein, parce que d'abord, pour la grande majorité du temps, c'est la langue moderne qui les intéresse, pas trop les choses anciennes. Bon, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais ce sont des exceptions. Voilà, donc les langues dans notre section, c'est plutôt marginal, hein, malheureusement. Ce que j'ai remarqué dans la présentation des brochures des différentes langues africaines, je ne vais pas les prendre toutes, il est toujours fait référence aux empires, aux anciens empires, et je me demande, est-ce que cette période-là, ou en tout cas les sources de cette période-là, se retrouvent d'une quelconque façon dans les enseignements? Dans l'enseignement, je mentionne ça dans mon cours de civilisation, dans la partie historique, mais en fait, si on parle, disons, des sources écrites, là où il y a quelques données sur les langues de l'époque des grands empires, c'est vraiment minuscule. Hein. Dans les écrits d'Ibn Battuta, par exemple, il mentionne quelques mots mandingues et on se retrouve, c'est bien du mot mandingue. Voilà, mais c'est une petite douzaine, hein, ou un tout petit peu plus qu'une petite douzaine, c'est pas énorme. Dans les sources arabes, on trouve, voilà, par-ci par-là, on trouve quelques titres de notables et ça, mais voilà, c'est minimal. Hein. Et les textes écrits en langue mandé qu'on a, ce sont des textes adjami dans les manuscrits arabes. Et c'est maintenant, il y a un élan dans les études de la Jami. Voilà, je suis très content de ce développement. Et il y a un grand intérêt aux manuscrits de Tombouctou et autres. Et nos collègues à Hambourg, avec lesquels nous sommes en très bon contact, travaillent très sérieusement dans ce domaine. Et c'est surtout la langue soninké, et on peut moins le mandingue, qu'on trouve là, mais tous ces manuscrits où il y a de la Jami, ils ne sont pas vraiment trop anciens. C'est 2 siècles, peut-être un peu plus de 2 siècles, peut-être 18e, fin du 18e, pas avant. Hein. Dans l'enseignement, pour le moment, nous n'utilisons pas trop ces données qu'on a trouvées à Jami. Je mentionne ça aux étudiants, mais vous avez étudié, vous avez travaillé, publié sur le proto-mandé, reconstruction historique du proto-mandé. Et est-ce que vous le situez chronologiquement aussi, ce proto-mandé, ou c'est une reconstruction idéale? Bon, quand on parle de proto-mandé, il s'agit de la proto-langue de la famille mandé, dont fait partie le Bambara, le Maniouka, le Bulak, le Bambara qui est enseigné chez nous, le Maniouka un peu, et le Soninké aussi. Mais toute cette famille a environ 70 langues. Et d'après la glottochronologie que je fais, ça m'a donné les résultats pour le proto-mandé un peu plus de 5000 ans. Donc, c'est le 4e millénium avant notre ère.
Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a une grosse séparation entre les linguistes qui travaillent à la fois sur la forme, sur le sens, et qui cherchent seulement à comprendre comment fonctionnait la langue, et les philologues qui, eux, sont plutôt centrés sur le sens, et vous n'avez pas forcément beaucoup de contact entre ces deux approches. Voilà. Et c'est un peu la même chose en Tangout. En Tangout, vous avez les philologues qui travaillent sur le sens des textes, tout simplement, et puis vous avez des linguistes qui travaillent sur la grammaire, sur la reconstruction, la prononciation. Et donc, je pense qu'aussi une plus grande prise en compte de la prononciation dans la compréhension de la grammaire, aussi bien pour le chinois classique que pour les langues à caractère, en fait, comme le Tangout. Ça pourrait être un des axes d'amélioration dans les années qui viennent. Le Tangout, c'est une langue qui est éteinte pour le coup, qui n'a pas été utilisée après l'extinction des Tangout en 1227, enfin à partir de 1227 avec l'invasion de l'État Tangout par les armées de Genghis Khan, les Mongols. L'étude de l'arabe est essentielle aussi pour comprendre d'autres civilisations, notamment donc, le judaïsme médiéval et les chrétiens d'Orient s'exprimant en arabe. En tout cas, les étudiants qui s'intéressent véritablement au tamoul classique, donc je les oriente beaucoup aussi vers des cours de sanskrit, parce que bon, ce ne sont pas donc le tamoul est une langue dravidienne, le sanskrit est une langue indo-européenne, d'accord, ce ne sont pas les mêmes familles, mais ce sont des langues qui se sont côtoyées et qui ont partagé pendant très très longtemps ensemble leurs textes, leurs images, tout ce que vous voulez, leurs idées. Donc on ne peut pas penser le tamoul seul non plus. Je pense qu'aucune langue ne peut se penser seule. Et c'est pas si facile que ça de le faire admettre à nos Et c'est étudiants. pas facile de le dire. Parce que c'est très politique. Ce sont des questions très public, politiques. ouais. Et ça heurte certains de nos étudiantes et nos étudiants, Ouais. le fait que, effectivement, on puisse dire que pour faire du tamoul, paradoxalement, il faut aussi faire du sanskrit. Et ça, effectivement, c'est pas toujours accepté. Moi, ce cours d'histoire de la langue tamoul est un cours très intéressant puisque nous travaillons en fait sur les supports qu'on trouve en ligne, par exemple, et qui sont supposés présenter la langue tamoul. Donc, on a une approche très critique, si vous voulez, très scientifique pour analyser ces supports audio, donc ça nous permet de faire travailler la langue contemporaine aussi. Et ensuite, on va à la recherche des sources pour vérifier les informations qui sont données, etc. Et donc, on essaie de faire le tri entre les informations, les intox, etc. Et c'est très, très important pour cette génération qui s'intéresse à la langue, cette jeune génération qui s'intéresse à la langue tamoul, de faire la part de tout ce qui est très identitaire, si vous voulez, dans le mauvais sens du terme, et très intox, en fait, de ce qui est réellement scientifiquement prouvé, etc., étudié. C'est important aussi à l'INALCO parce que ça rejoint d'autres choses, notamment ça permet un élargissement aussi vers la linguistique aréale. À l'INALCO sont enseignées également les langues baltiques, le liton et le lituanien, qui sont les plus proches cousines des langues slaves, et également les langues phéniques, donc le finnois et l'estonien. Au niveau master a été monté un séminaire de linguistique aréale, phéno-balto-slave, où justement on étudie les phénomènes linguistiques qui sont communs à ces trois groupes, et de ce point de vue-là, la perspective historique, évidemment, est intéressante. Par ailleurs, au sud du domaine, le slave, certaines des langues slaves du sud s'intègrent dans l'ensemble des langues balkaniques. Là aussi, il y a évidemment des comparaisons typologiques possibles et très, très étudiées avec le roumain, l'albanais, le grec moderne, toutes langues qui sont également enseignées à l'INALCO. Donc là aussi, la perspective historique est une perspective importante. Au-delà de la langue japonaise ancienne, il y a aussi évidemment ce qu'au Japon, on a fait du chinois, puisque la langue officielle au Japon, la langue administrative, depuis l'Antiquité, mais en réalité jusqu'à l'Ancien Régime, c'est-à-dire jusqu'au 19e siècle, le chinois, ou en tout cas une variante du chinois, était massivement utilisée dans les textes officiels. Et donc, on a aussi
une initiation à ce type d'écriture, puisqu'on a quand même beaucoup de textes, donc de l'Antiquité jusqu'à l'époque relativement récente, qui sont écrits dans cette langue-là. Donc, on n'est pas enserré que dans l'archipel, hein, ça déborde, et puis c'est utile aussi quand on s'intéresse à la Corée, voilà, dans ces pays, ces États qui ont été très tôt sinisés hein, dans leur langue administrative. Vous êtes également coordinateur de parcours et surtout des cours d'histoire connectée du monde. Comment intégrez-vous linguistique et archéologie dans ces enseignements? Alors là, pour le coup, comme il s'agit d'enseignements, on va dire, transversaux, je ne fais pas que parler du Japon dans ces enseignements-là, c'est vrai qu'on a une approche qui est plus disciplinaire, c'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que la linguistique historique a à faire avec l'archéologie. On utilise également l'anthropologie, on utilise également la génétique. Il s'agit en fait vraiment de traiter la langue comme un fossile, un directeur, un élément qui finalement nous permet de parler de la circulation de notre espèce sur la planète, alors à des époques plutôt récentes, puisqu'évidemment, dès qu'on parle de langue, on ne peut pas remonter si loin en arrière que ça. Hein. On a quand même une espèce de plafond où on sait que avant moins 4000, et des fois même beaucoup plus récent, ça devient de l'équilibrisme de parler des langues anciennes. Hein. Mais c'est vrai que la langue occupe une place importante quand il s'agit de monitorer les échanges, la circulation. Hein. Il n'y a pas que les objets. Il y a aussi évidemment la langue. On sait bien que les langues ne sortent pas comme ça ex nihilo de rien. Hein. Donc la langue a un poids important, aussi important que l'archéologie ou que la génétique, mais ça ne coïncide pas. C'est-à-dire que l'archéologie ne raconte pas la même histoire que la langue ou que la génétique. Par rapport à l'histoire de l'Asie du Sud-Est, en fait, il y a, je dirais, trois langues importantes à apprendre, trois langues anciennes importantes. Il y a le chinois classique, alors, qui est enseigné à l'INALCO. Alors, il n'y a pas énormément de sources, mais il y a quand même des sources en chinois classique qui parlent de l'Asie du Sud-Est. C'est essentiellement en fait les ambassades des pays d'Asie du Sud-Est en Chine, puis quelques textes de voyageurs chinois qui font la géographie de l'Asie du Sud-Est. C'est des témoignages intéressants, mais voilà, il faut lire le chinois classique, il ne faut pas lire le mandarin pour pouvoir le connaître. Et à côté de ça, il y a deux langues anciennes de l'Inde, qui sont le sanskrit et le pali, parce que même dans des textes pas très très anciens, en Asie du Sud-Est continentale, en fait, il y a beaucoup de pali dans les textes écrits, parce que c'est des pays où on a utilisé longtemps le pali comme la seule langue du bouddhisme, la seule langue de la vraie culture, et les langues vernaculaires sont venues sur le tard. Et alors, pour que ce soit des langues respectables, il fallait mettre plein de pali dedans. Donc, en fait, pour qu'on puisse les comprendre, même des textes pas du 18e, 19e, ils ne sont pas si vieux que ça, c'est quand même bien de connaître un peu de pali. Des textes en proportion, on n'en a vraiment pas beaucoup par rapport à d'autres régions du monde. Et ça reflète vraiment une petite perspective sur la société qui peut être en décalage assez grand avec les autres sources d'informations qu'on a par ailleurs, comme l'archéologie. Alors, pour donner un exemple rapide, en fait, il y a sur place en Asie du Sud-Est des inscriptions en sanskrit, donc des rois qui vont écrire sur des pierres ce qu'ils ont fait, qui vont donner leur nom, le nom de leur pays. Et en même temps, on a les textes des Chinois sur ces régions à la même époque. Et on a beaucoup plus de royaumes et d'unités politiques quand on regarde ce qui est écrit en sanskrit sur place que quand on regarde ce que disent les Chinois. Et donc, il faut croire qui? Est-ce qu'il y a beaucoup de pays ou est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? J'étais assez surpris, comme je disais, de voir que pendant mes études d'anthropologie, d'ethnologie, que la grande majorité, enfin pas la grande majorité, une partie quand même assez conséquente des pairs de la linguistique typologique, dans laquelle je me situe, linguistique de terrain, et puis les pairs de l'anthropologie, enfin des grands noms d'anthropologie, c'est les mêmes. Hein. Vous voyez par exemple
Audricourt qui a compris d'où venait le Tsushen en chinois archaïque. Dans un article de 1954, c'est aussi l'inventeur de l'ethnobotanique. Vous avez Robin Sperling qui a travaillé sur les langues d'Inde du Nord, langue sino-tibétaine d'Inde du Nord, le Bodo-Garo, qui est aussi un des grands noms de l'anthropologie économique. Vous avez Boas. Donc la bipartition qu'on a aujourd'hui entre les ethnologues, les anthropologues qui s'occupent vraiment de la symbolique, de la culture, aussi bien matérielle, idéale, et puis les linguistes, en fait, au départ, elle n'avait pas forcément autant de sens qu'aujourd'hui.